Bonsoir à tous, bienvenue à tous pour cette table ronde. Alors d'abord, vous voyez que notre table ronde est plutôt une table rectangulaire. Deux raisons. La première raison, c'est qu'avec les examens, on n'a pas eu le choix de la salle. Après, une table ronde, l'idée, le concept, c'est d'avoir des interlocuteurs à égalité, on dit dans une table ronde. Et puis de ce côté-là, en tout cas cette caractéristique-là, elle est respectée aujourd'hui. Donc on va passer sur la forme des pupitres pour aujourd'hui. Alors, le but de cette discussion de ce soir, c'est de mettre un peu de lumière, de faire un peu de lumière sur une notion qui nous est, en fait plutôt familière. On l'utilise tous beaucoup dans nos pratiques enseignantes, on l'entend, on la lit dans les médias, mais dont on s'arrête assez peu sur l'opacité et sur la complexité. Le développement de l'esprit critique est devenu une priorité pour l'école afin d'armer nos élèves face à la transformation du savoir à l'ère numérique. C'est valable dès les plus petits degrés jusqu'au post-obligatoire et puis ça traverse l'ensemble des disciplines abordées par nos plans d'études. Faire preuve d'esprit critique, manifester de l'esprit critique, c'est aussi une compétence qu'on voit souvent, qu'on met souvent dans nos grilles d'évaluation. Et puis du coup, ça sous-entend que c'est une compétence qui est attestable, qui est facilement identifiable. Ce qui est un enjeu au niveau de l'éducation est également un enjeu dans une plus grande échelle, à une plus grande échelle de nos sociétés. Inutile de rappeler ici la manière, l'importance qu'a eu l'esprit critique pendant la pandémie. Et puis une chose qui est intéressante, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, la revendication de l'esprit critique, c'est quelque chose qui a été partagé par les deux bords, si on peut dire ça comme ça, en étant un peu caricatural. Le bord confiant, on pourrait dire confiant dans les thèses officielles relayées par les médias, et puis aussi par le bord qu'on pourrait qualifier de soupçonneux. Ça dit à quel point s'orienter à travers toutes ces vérités possibles, c'est quelque chose qui est devenu périlleux, qui est devenu extrêmement compliqué. Et puis c'est peut-être ici le signe d'une crise qui se joue à un niveau épistémologique, dans notre rapport à la connaissance, dans notre rapport à la vérité, et puis aussi dans notre rapport à la croyance. Depuis quelques années, les méthodes et les conseils en tout genre pour nous aider, pour nous encourager à aiguiser notre esprit critique se multiplient. Les manuels d'autodéfense intellectuelle, les sites de zététique et puis l'encouragement à l'art de douter. Et puis c'est aussi la question de l'esprit critique, c'est aussi une question qui est de plus en plus investie par la recherche scientifique au niveau psychologique, au niveau des neurosciences, au niveau de la sociologie aussi, et puis au niveau de la philosophie. Et peut-être que l'un des consensus auxquels toutes ces recherches conduisent, peut-être le seul, c'est de s'accorder sur le fait qu'on a beaucoup de peine à définir ce qu'est l'esprit critique, à isoler, si on peut l'isoler, une spécificité de ce mode de pensée. C'est d'ailleurs pourquoi l'affiche de l'événement de ce soir s'intitulait « Enquête sur une notion fantôme », tout simplement parce que finalement c'est une notion qui est omniprésente dans le domaine de l'éducation, qu'on voit vraiment beaucoup partout, et puis en fait dont on a de la peine à identifier la réalité, si on peut dire ça de cette manière-là. Alors, je ne vais pas trop parler, je vais laisser la parole à mes intervenants, mais juste vous expliquer que la discussion de ce soir va être divisée en trois parties. Alors, la première partie, forcément, c'est une démarche de conceptualisation. Alors, bien entendu, l'objectif, il n'est pas d'arriver ce soir à une définition de l'esprit critique claire et puis à vous dire comment est-ce qu'il faut l'utiliser dans les plans d'études. L'idée, c'est d'arriver à soulever les aspects qui posent problème, les aspects qu'il faut questionner. Donc, un travail de conceptualisation. Ensuite, dans une deuxième partie, je pense qu'on va passer là à quelque chose justement qui va plus toucher le terrain de l'épistémologie, la question de l'esprit critique et puis de son rapport avec la croyance. Alors là, il va falloir faire attention, j'ai déjà averti mes intervenants, de ne pas trop glisser vers le sujet des thèses complotistes. Ce n'est pas la discussion de ce soir, même si forcément ça va être un terrain
Enfin, ça va être une ressource importante de notre réflexion, mais l'idée est d'arriver dans une perspective épistémologique à interroger la place de la croyance liée si elle en a une en fait, liée à cette notion d'esprit critique. Et puis dans une dernière partie, on va se poser la question de l'enseignement, de la transmission de l'esprit critique. Et puis c'est sur ces trois questions que la table ronde d'aujourd'hui va porter. Peut-être quelques mots sur le déroulement de la table ronde. Alors moi, j'ai dit à mes intervenants qu'ils étaient libres d'intervenir sur toutes les questions qui vont être posées, sur tous les thèmes qui vont être posés de manière assez libre. Et puis je me permettrai de temps à autre, sur des questions particulières, de donner la parole plutôt à l'un et à l'autre selon son expertise. Pour avancer dans cette enquête sur l'esprit critique, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants de grande qualité que je vais rapidement vous présenter. Alors, je commence par M. Ludovic Bardet, que vous connaissez certainement. Alors, Ludovic Bardet, vous êtes notre didacticien en philosophie ici, à la HEP de Lausanne. En parallèle, vous êtes également enseignant au gymnase de Burier en philosophie, à la Tour de Paix. Vous avez fait vos études en philosophie et en littérature française à l'Université de Fribourg avec un mémoire sur Michel Foucault. Merci beaucoup d'être là, bienvenue. Monsieur Dieguez, vous êtes psychologue, chercheur en neurosciences au laboratoire des sciences cognitives à l'Université de Fribourg. Vous êtes un spécialiste de la question de la formation des croyances, des thèses complotistes et puis aussi de l'ère de la post-vérité. Alors peut-être vous aurez l'occasion de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez publié en 2016 l'essai Total Bullshit sur des sujets qui vont nous intéresser aussi ce soir. Et puis en parallèle, vous êtes également chroniqueur pour le journal satirique Vigus. Monsieur Jean-François Mayer, vous êtes historien des religions. Vous avez un parcours riche que je ne vais pas pouvoir résumer ici ce soir. Vous avez un long parcours de chercheur, notamment sur la question des sectes, des fondamentalismes et puis des nouveaux mouvements religieux, ce qui fait de vous notre expert sur les questions d'endoctrinement et puis d'aliénation de l'esprit critique. Vous avez longtemps enseigné à l'Université de Fribourg notamment, parce que pas uniquement à l'Université de Fribourg. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages que je ne pourrais pas citer ici. Et puis vous êtes également le fondateur et puis le directeur de l'Institut Religioscope à Fribourg, qui est un observateur du fait religieux dans le monde contemporain. Alors encore une fois, je vous remercie déjà du temps que vous avez consacré à la préparation de la discussion et puis de ce qui va suivre maintenant. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Tout est clair, donc on peut commencer la discussion. Alors, peut-être en préambule, avant de commencer cette partie de conceptualisation, j'aimerais poser une première question un petit peu en amont. J'ai dit dans mon introduction que c'était finalement l'ère du numérique, la profusion de l'information qui était à l'origine de l'importance qu'a pris l'esprit critique, je pense qu'on peut dire depuis plusieurs décennies. Est-ce que, d'après vous, c'est la seule raison ou est-ce que vous voyez d'autres raisons à cette insistance sur cette notion d'esprit critique? Peut-être, M. Dieguez. Je me permets de reformuler la question. C'est pourquoi, dans le fond, est-ce qu'on parle autant d'esprit critique? C'est une super bonne question. Je ne sais pas vraiment. Je dois avouer que, à certains égards, en fait, cette profusion de discussions sur l'esprit critique, toutes les apparences d'une sorte de panique morale, quoi, dans le sens où c'est comme si on avait tout un tas de problèmes sociaux, politiques, économiques, climatiques, et que dans le fond, se trouvant démunis et un peu désorientés, on dit il faut que les gens réfléchissent mieux, et tout ira mieux. C'est pour ça que je parle souvent de l'esprit critique comme une forme d'incantation, en fait. C'est un thème qui, à partir de 2015, suite à une allocution de François Hollande, qui était une semaine après les attentats de Charlie Hebdo, a donné une allocution pour un nouveau plan sur l'école, où il s'agissait de mettre le paquet sur l'esprit critique,
comme s'ils ne savaient pas quoi faire d'autre face au terrorisme et qu'il fallait, dans le fond, que les gens apprennent à penser correctement pour éviter de se dégommer les uns les autres ou quelque chose comme ça. Parce qu'évidemment, le problème est tellement monumental et sidérant et affreux et horrible que finalement, on se dit, les gens sont idiots. S'ils étaient plus intelligents, s'ils réfléchissaient mieux, ils feraient moins ça. Donc, pour moi, y compris avec l'argent qui est venu derrière pour mobiliser la recherche sur l'esprit critique, l'éducation à l'esprit critique. Moi, j'en ai pas tellement bénéficié, mais j'ai des collègues qui sont lancés dans des plans de recherche sur la déradicalisation, ce genre de choses. On enseignera l'esprit critique aux gens de sorte à éviter qu'ils se radicalisent, et ceux qui sont déjà radicalisés, peut-être qu'en leur enseignant les vertus de l'épistémologie ou des biais cognitifs ou des choses comme ça, bien, ils auront moins envie d'assassiner leur prochain, quelque chose comme ça, quoi. Donc je suis plutôt sceptique sur cette passion pour l'esprit critique, vous l'aurez compris. Et puis je vais laisser la parole à mes collègues dans une seconde, juste pour dire que en fait, le concept, d'après ce que j'en sais, est plutôt récent, quoi. On parle d'esprit critique à partir du début du XXe siècle. Si j'ai bien compris, le terme apparaît sous la plume du philosophe John Dewey, qui propose le terme de critical thinking ou reflective thinking. Pour lui, c'était essentiellement la même chose que la pensée scientifique, quoi. Penser comme un scientifique, en termes d'hypothèses, de tests, de falsification des hypothèses, de ce genre de choses. Que donc, jusqu'à 1910 environ, personne parle d'esprit critique. Ça se demandait comment les gens faisaient avant, ou comment on éduquait les gens exactement. Mais le terme apparaît à ce niveau-là, je pense qu'au fil des années, il a été récupéré, réutilisé, recyclé jusqu'à... On va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui, j'imagine, quoi, mais jusqu'à ce qu'on n'y comprenne plus grand-chose, quoi, à vrai dire. Monsieur Mayer ? Oui, alors tout en partageant assez largement ce que vient de dire Sébastien Diguez, j'aimerais rebondir sur la question du lien avec le numérique que vous avez mentionné. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se produit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la diffusion et la création de communautés en ligne permet à toute une série de croyances, notamment des croyances complotistes, mais j'ai bien compris qu'on ne devrait pas trop insister là-dessus, de trouver un cadre social. Parce que vous voyez, quand vous adhérez par exemple à un mode de croyance qui est marginal dans une société, ce qui est toujours important, c'est d'avoir quand même aussi une base sociologique de gens qui partagent les mêmes idées. Et ce qui m'a beaucoup frappé, parce que je me suis intéressé particulièrement à Internet, à la diffusion de croyances religieuses sur Internet tout au début, à la fin des années 90, au début des années 2000, c'était la façon dont des gens qui adhéraient à des croyances très marginales se trouvaient tout à coup en contact avec des personnes qui y adhéraient, mais avec lesquelles elles n'auraient jamais eu la possibilité d'être en contact pour des raisons d'éloignement géographique, la faible probabilité de se rencontrer, etc. Donc probablement qu'il y a eu, outre les paniques morales que vous signalez, il y a eu un élément effectivement objectif à un moment qui a permis à toute une série de thèses qui pouvaient parfaitement exister déjà préalablement, mais de se trouver en quelque sorte des groupes virtuels qui se sont constitués de cette façon. Et j'en donne un petit exemple concret pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors là, on prend un exemple de complotisme extrême, mais il y a 3-4 ans, juste avant la pandémie, je suis allé à Denver participer à la rencontre internationale des croyants à la Terre plate. Et donc, pendant 3 jours, j'étais dans une atmosphère de platistes, et si vous discutiez avec les gens qui étaient loin d'être tous des farfelus, des idiots, etc., mais des gens qui avaient trouvé une cause, ce qui frappait beaucoup, c'était l'importance énorme de YouTube. Il y en avait très très peu qui adhéraient à ces théories, ne serait-ce que 7 ou 8 ans auparavant. Donc, de ce point de vue, il y a effectivement un phénomène dont on peut tenir compte, j'allais dire, sous l'angle d'une sociologie des croyances alternatives, entre guillemets. Donc Internet qui fait une sorte de caisse de résonance. Voilà, et permet la création de communautés. C'est pas simplement ça. De communautés virtuelles, ça me paraît très important. Vous voyez, si vous avez une idée
et que vous êtes absolument le seul à la défendre, il faut avoir quand même une sacrée colonne vertébrale pour s'y accrocher. Quand vous avez le sentiment qu'il y a une communauté, même petite, de gens qui adhèrent à la même chose, c'est déjà un grand réconfort. Est-ce que, Ludovic Bardet, vous avez un avis là-dessus? Sur le rapport entre les sociétés numériques dans lesquelles nous vivons et l'esprit critique, il me semble que ce rapport il est à la fois de l'ordre d'une société numérique comme cause du problème, également vu comme une solution dans une certaine mesure. La cause du problème, elle est évidente. On a vu grâce à Internet proliférer les fake news. On a vu la possibilité pour une rumeur de se répandre globalement à une vitesse jamais vue jusque-là. Et très concrètement, ces dernières années, on a vu WhatsApp accusé dans l'élection de Bolsonaro au Brésil, Facebook dans l'élection de Trump aux États-Unis. Donc on peut documenter assez précisément le rôle de certains réseaux sociaux dans l'élection de leaders populistes. Et il y a donc probablement dans la société numérique dans laquelle nous vivons des risques, des menaces qui n'existaient pas auparavant et qui expliquent qu'il y a une forme de panique morale aujourd'hui. Mais il me semble que Internet c'est aussi vu parfois comme une solution et cette solution c'est que grâce à Internet il n'y a pas seulement les médias qu'on pourrait décrire comme mainstream qui peuvent faire entendre leur voix, il y a la possibilité pour tout un chacun de faire entendre sa voix, il y a la possibilité même de faire du fact-checking, une notion qui est aussi très en vue et qui est assez ratée dans les semaines qui viennent de s'écouler où on a vu la difficulté de faire du fact-checking en direct. Alors même, c'est quoi le fact-checking? C'est lorsque on cherche à vérifier une information que donne par exemple un politique sur un plateau. Donc on vérifie les faits et récemment un certain nombre de médias ont décidé de faire du fact-checking en live, mais faire du fact-checking en live ça n'est pas si simple parce qu'on ne s'accorde pas tous sur ce que sont les faits, surtout sur ce que sont les faits pertinents par rapport à ce qui vient d'être dit. Et puis j'aimerais peut-être simplement souligner un paradoxe que je trouve intéressant par rapport aux communautés que vous avez évoquées, parce que je crois qu'effectivement les sociétés numériques elles permettent à des communautés de ceux qui partagent les mêmes croyances de se constituer parfois en vivant pour chacun des membres sur des continents différents. Ces communautés, il me semble qu'elles sont animées par un esprit par l'idée que l'esprit critique, elle l'incarne fortement. Elles sont justement extrêmement critiques des institutions, elles sont extrêmement critiques de tout ce qui est médias mainstream, mais en même temps, ce qui caractérise ces communautés, c'est qu'elles sont des bulles complètement fermées à toute idée autre que celle qui les rassemble. Et que par conséquent, ces communautés qui se pensent en prise avec l'esprit critique, l'exemplifiant peut-être mieux que d'autres, sont en même temps, dans un sens important de cette notion, complètement dénuées d'esprit critique parce que dans une situation, on n'est jamais confronté à une idée différente de celle qui nous relie à la communauté à laquelle on appartient. Ce que vous dites me fait penser que j'ai oublié de donner une information importante. Vous avez parlé de la vérification des faits, le fact-checking. Ça m'amène au fait que j'aurais dû vous prévenir au début de la table ronde qu'il y avait un quatrième intervenant qui était prévu pour ce soir. C'est Jonas Follonier, qui est le directeur, le fondateur et puis le rédacteur en chef de la revue de journalisme critique Le Regard Libre, qui malheureusement m'a mis un message hier soir pour me dire qu'il était malade et qu'il ne pourrait pas être là aujourd'hui. J'ai complètement oublié de le mentionner. Ça aurait été intéressant, justement pour toute cette partie de la question de qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'un fait objectif qui doit être ensuite relayé par l'espace médiatique. Sur cette question, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être pris dans la partie de conceptualisation, notamment, M. Dieguez, vous dites que l'esprit critique, c'est une incantation, peut-être qu'on aura l'occasion. Enfin, j'aimerais bien que vous repreniez ça plus tard dans la partie conceptuelle, parce que c'est vraiment une chose qui me semble importante à développer. Si ça va pour vous, on passe maintenant au travail de... Enfin, j'ai appelé ça un travail de... Ça semble un petit peu une torture, mais je pense que ça va l'être d'une certaine manière. Et puis, comme première question, alors pour essayer d'approcher cette notion d'esprit critique, j'aimerais en fait vous soumettre un ancrage que j'ai lu chez l'anthropologue Didier Fassin, qui a écrit un article sur les sciences sociales critiques, et puis qui pose la question de l'esprit critique d'une manière assez intéressante. Il prend le thème de l'allégorie de la caverne, et puis il pose la question suivante, finalement, dans l'allégorie de la caverne, qui est celui qui fait preuve d'esprit critique? Est-ce que c'est celui qui est hors de la caverne, et puis qui contemple
la réalité, ou alors est-ce que c'est un des prisonniers qui est enchaîné avec les autres et puis qui, peut-être plus qu'un autre, se questionne, hésite devant le spectacle qu'on lui montre. J'ai bien aimé cet ancrage, je trouve qu'il permet de sauter à pieds joints sur la difficulté d'approcher cette notion d'esprit critique. Peut-être, M. Mayer, qu'est-ce que vous en pensez d'après vous? C'est lequel alors qui est le plus critique? Oui, je dois dire que quand j'ai lu cette proposition que vous faisiez, je me suis dit ce serait peut-être plutôt que de décider qui réellement a l'esprit critique, pour moi ce serait probablement une bonne introduction à tout le thème de la croyance philosophique, religieuse, etc. Parce que finalement, dans l'esprit du texte qu'on lit, pour moi, avant tout, ça n'est pas de déterminer, ça n'est évidemment pas l'intention de Platon de déterminer qui a ou non l'esprit critique, ça c'est ensuite l'utilisation intéressante, originale qu'en fait Didier Fassin, mais pour moi, l'idée qu'il y a derrière ce texte de Platon, c'est la personne qui arrive à dépasser les apparences pour arriver à la connaissance de réalités supérieures, de réalités plus profondes. Et là, nous avons exactement, je crois, la question effectivement de la croyance, puisque c'est un peu aussi pour ça que vous m'avez demandé de participer ici, de la croyance par rapport à l'esprit critique. Effectivement, la personne qui a eu le sentiment d'accéder à des réalités qui dépassent peut-être le domaine de l'observable au sens scientifique, même si ça peut être de l'observable au sens spirituel, eh bien, il peut avoir le sentiment d'accéder à une connaissance supérieure, mais qui n'est peut-être pas soumise exactement aux mêmes critères que celui de la démarche scientifique. C'est de toute façon, comme Fassin, c'est peut-être un peu boiteux la façon dont j'essaye d'approcher ça, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'important de se rendre compte que peut-être l'esprit critique peut s'exercer dans tout domaine, mais effectivement, il y a un domaine qui est clairement celui de la science, donc des faits observables, des faits qui sont observables par tout chercheur, et la question de la croyance, où on part du principe que des personnes sont invitées à accéder à la connaissance de certaines réalités, parce que ce sont des réalités et non pas des fictions pour les personnes qui y adhèrent, mais qui vont échapper, par exemple, à la démarche du scientifique pur et dur, parce que voilà, les réalités spirituelles ne se trouvent pas sous le scalpel, sous le bistouri ou sous le microscope. Voilà, c'est un peu plutôt ce que ça m'a inspiré en voyant cette comparaison, mais ça me fait déjà rebondir vers un autre sujet. Alors je laisse peut-être plutôt les deux autres intervenants dire ce que leur inspire cette interprétation de Fassin. Juste pour m'assurer que j'ai bien compris votre propos, est-ce qu'on peut dire que pour vous, il y a clairement un domaine qui est de l'ordre du scientifique et de l'observable, et puis un domaine de la croyance, et puis que finalement, l'esprit critique, ce serait d'arriver à se rattacher, à ne pas perdre le lien avec ce domaine de l'observable. Je pense que justement, il faut faire attention de ne pas dire, parce qu'il y a des choses qui, disons justement, quand on entre dans le domaine spirituel, qu'il ne faudrait en plus que l'esprit critique ne s'exercerait plus. Évidemment que non, pas du tout, c'est pas du tout l'idée. Mais en revanche, on traite de questions qui ne relèvent plus de l'observation scientifique, et donc ça suppose peut-être un sens critique ou un esprit critique qui s'exercerait éventuellement d'une autre manière. Je pense que de toute façon, quels que soient les domaines qu'on aborde, il y a déjà le bon sens et il y a toute une série de facteurs qui peuvent trouver leur application. Il y a une déclinaison, oui, on va revenir sur la question de la science et puis de la croyance aussi tout à l'heure. Monsieur Bardet, vous en pensez quoi ? Ça me semble être une manière intéressante d'aborder l'esprit critique que d'hésiter entre celui qui est sorti de la caverne et tous ceux qui en sont encore prisonniers. Et il me semble que notre premier mouvement, et c'est probablement le mouvement platonicien, ça consisterait à voir dans celui qui est sorti de la caverne, celui qui, en voyant le soleil, a accès enfin à la vérité, qui voit la réalité et non les apparences, alors que tous ceux qui sont encore prisonniers de la caverne, ce sont ces hommes et ces femmes qui ne voient que des images, qui ne voient que des ombres, et qui n'ont en fait accès qu'aux apparences et à rien d'autre, tout en pensant évidemment que c'est la réalité.
Donc l'esprit critique semble être, ce serait en tout cas peut-être la première réponse qu'on est tenté de donner, celui qui a accès à la vérité, parce que ça semble être une condition d'une certaine manière de l'esprit critique. Mais le philosophe Michael Walzer, qui est le premier à avoir posé cette question que Didier Fassin reprend sous cette forme-là, à partir de l'allégorie de la caverne, est tenté de rediriger notre attention vers celui qui est toujours dans la caverne. Et je suis tenté de suivre son mouvement. C'est-à-dire que ce qui me semble intéressant avec ce prisonnier qui hésite, qui doute, c'est qu'il a précisément une attitude qui commence à être celle de l'esprit critique. Il se pose des questions, mais il est un homme parmi les hommes. Il est prisonnier au sein des prisonniers. Et quelque chose que relève Michael Walzer et qui me semble être quelque chose qu'on doit relever dans une discussion sur l'esprit critique, c'est qu'il y a peut-être, si on identifie l'esprit critique à celui qui est sorti de la caverne, quelque chose d'un peu trop héroïque. Il y a peut-être une forme d'arrogance, il y a peut-être quelque chose d'autant dans l'idée qu'un homme a accès à la vérité et qu'il doit faire la leçon aux autres. Qu'un homme est dans la vérité là où tous les autres seraient dans l'erreur. Et cette arrogance est probablement quelque chose dont on doit se méfier. Et il me semble que parfois, dans les apôtres de l'esprit critique, il y a un peu cette idée, passablement hautaine, que eux ont un accès à la vérité qui semble être dérobé à tous les autres. D'ailleurs, moi j'ai trouvé pendant la pandémie que ce que vous dites ici, c'était flagrant. Quand on voyait des complotistes Monsieur Mayer, vous serez peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais quand on voyait des complotistes qui vraiment nous disaient de faire très attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on nous dit, et qu'il fallait vraiment faire preuve d'esprit critique, et qu'on voyait la même chose en fait ensuite dans les discours, j'ai appelé ça avant plus confiant, ça rejoint un petit peu ça. J'avais une chose intéressante à relever par rapport à ce que vous avez dit, que j'aimerais bien ensuite approfondir. Ensuite, vous avez dit que le prisonnier qui est sorti de la caverne, qui a vu le soleil, et que finalement, le fait d'avoir vu la réalité, c'était aussi une condition de l'esprit critique. Ça me fait penser à Poincaré qui disait que l'érudition, peut-être l'érudition c'est plus clair que la notion de culture, c'était une condition à l'esprit critique, qu'en fait il fallait la connaissance, il fallait l'érudition pour pouvoir faire preuve d'esprit critique. Là je pense que M. Dieguez, vous avez certainement à réagir à cette idée de culture, d'érudition pour finalement être capable de faire preuve d'esprit critique. Oui, peut-être que quand on parlera des définitions comme ça, je ne sais pas si on peut le faire tout de suite ou comme ça. Je voulais juste dire un mot sur cette histoire de caverne là. Personnellement, ça me paraît une manière totalement hyperbolique de poser le sujet. Ça ne m'étonne pas de la part de Didier Fassin, qui a une tendance comme ça, avec le lyrisme et tout, parce qu'en réalité, il ne s'aperçoit même pas qu'il place le débat sur le même plan en fait que celui qu'on cherche à nous imposer aujourd'hui, qui est la rhétorique complotiste en fait. Cette histoire de caverne, vous pouvez la replacer par l'histoire de la Matrix. Est-ce que vous voulez prendre la pilule bleue ou la pilule rouge? Alors pour ceux je vous rappelle que la pilule rouge, si je me rappelle bien, c'est peut-être l'inverse, mais je crois que la pilule rouge vous permet de sortir de la matrice, c'est-à-dire de la simulation du monde dans laquelle on est tous plongés. Alors à ce moment-là, vous saurez la vérité, mais vous serez plongé dans un monde absolument horrible, géré par des machines. Bon. Si vous prenez la pilule bleue, vous avez le droit de rester dans la simulation, et puis vous avez le droit de vous balader dans la rue, puis de manger des steaks, ou de faire des choses comme ça, quoi. Est-ce que vous choisissez la pilule bleue qui vous maintient dans le confort de l'illusion, ou la pilule rouge qui vous fait qu'est-ce que la réalité, etc. Quand on parle d'esprit critique, ça me paraît mettre la barre vraiment très haut d'emblée pour saisir un peu ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se fait arnaquer sur Internet, par exemple, ou de quelqu'un qui fait un mauvais choix d'investissement, ou de quelqu'un qui croit à la mauvaise personne, qui est plutôt ce qu'on a en tête quand on parle de l'esprit critique de la vraie vie, quoi, on va dire, j'ai envie de dire, ou de la simulation, peu importe, puisque vous pouvez enlever les pilules et la caverne, il vous reste votre cerveau qui est en fait l'engin qui fabrique la réalité pour vous. Et non, devant vous, il n'y a pas des couleurs, il n'y a pas des choses qui bougent, il n'y a rien de tout ça, il y a juste des activités neuronales dans votre cerveau qui reconstruisent la réalité de sorte à vous permettre de vivre ce qui est votre propre matrice, quoi, en fait.
Oui. Grosso modo, on arrive à se mettre d'accord parce qu'on a tous un cerveau qui fonctionne globalement de la même manière et du coup, on vit tous à peu près de la même réalité. Mais si, je pense que Ludovic pourra nous parler de scepticisme, comme ça, si on met d'emblée le débat sur la question du scepticisme, est-ce qu'on n'est pas tous des cerveaux dans un bocal en ce moment même? Est-ce qu'on n'est pas tous en train de rêver après tout? Comment on sait qu'on n'est pas en train de rêver en ce moment? Comment vous savez que vous existez, etc. Et évidemment, la question de l'esprit critique va nous occuper pendant très longtemps. Et à ma connaissance, ces questions ne sont pas exactement réglées, si vous voulez. C'est pas comme si on avait abouti à un consensus là-dessus. Donc, quelqu'un comme Didier Fassin, qui maintenant fait le jeu des complotistes, puis qui de toute évidence, d'après son dernier discours au Collège de France, une énorme sympathie pour ces mouvements dissidents de la société qui osent dire la vérité et penser par eux-mêmes. Moi, je pense que l'esprit critique, justement, devrait se méfier, si tant est que telle chose existe, de la prétention à l'esprit critique. Comme Ludovic vient de dire, peut-être qu'une forme d'arrogance là derrière, qu'on ferait mieux, disons, de mettre un peu plus le paquet sur le retour à une forme d'humilité intellectuelle, quoi, on va dire, qui est un peu le truc à la mode aujourd'hui en épistémologie, c'est de retour à des vertus intellectuelles, en particulier l'humilité intellectuelle. Non, évidemment, on n'a pas réponse à toutes les questions, mais on n'est pas tous capables de penser par soi-même, de faire nos propres recherches et de poser des questions qui dérangent. Au bout d'un moment, on est tous face au même monde incertain. Je pense que c'est là-dedans qu'on peut essayer de négocier quelque chose qui ressemblerait à de l'esprit critique, plutôt que d'emblée se poser comme celui qui a pris la pilule rouge, puis qui se démarque des moutons qui, eux, n'ont rien compris. Ou l'inverse, le grand penseur qui, lui, saisit exactement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, je pense qu'il faut éviter un peu ce genre de propos hyperboliques sur qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la vérité, parce que ça nous éloigne trop de facteurs, des problèmes importants qui sont à portée de main, qu'on peut résoudre pour de vrai, quoi. C'est là-dessus qu'on devrait plutôt se focaliser. Vous voulez réagir, M. Maillet? Oui, je crois qu'il y a aussi une chose dont on doit tenir compte, c'est qu'il ne faut pas imaginer l'esprit critique dans un sens qui serait absolutisé. Il ne faut pas oublier que dans nos démarches scientifiques elles-mêmes, nos présupposés disciplinaires pour aborder les mêmes sujets créent déjà des perspectives différentes, des perceptions en partie différentes des mêmes réalités. Et je m'en suis rendu compte dans les domaines où je travaille, en participant par exemple un jour à un colloque de criminologues. Les criminologues n'abordaient évidemment pas exactement, même en abordant les mêmes groupes que ceux qui m'intéressaient, des criminologues se posaient nécessairement des questions sur la criminalité possible, ce qui n'était pas ma question de départ. Ma recherche peut être amenée à observer des comportements de type criminel, mais le but, ça n'est pas de trouver des comportements de type criminel. Alors que pour le criminologue, évidemment, s'il n'y a pas de comportement de type criminel, ma foi, il n'a plus grand-chose à étudier. Donc, il ne faut pas oublier que même en tant que chercheurs, on a des perspectives différentes, mais comme le disait Sébastien Dieguez, ça ne nous empêche pas, malgré ces perspectives différentes, d'être quand même d'accord sur des bases générales où on se retrouve plus ou moins, en tout cas d'une façon qui nous permet de vivre en société, de la même façon que des gens peuvent, de façon parfaitement rationnelle, adopter des comportements dans le domaine des attitudes, dans le domaine politique, qui sont totalement opposés, mais être tous des gens rationnels, mais qui font des choix différents, parce que leur interprétation des réalités sociales est en partie différente, parce que leur sensibilité est en partie différente, parce que leur esthétique est peut-être en partie différente, et tout ça va orienter des choix différents, mais qui ne signifie pas que d'un côté on aurait ceux qui savent faire preuve d'esprit critique, et de l'autre des ignorants abrutis qui sont simplement soumis à toute l'influence d'une propagande. Donc je pense qu'en même temps, la question, c'est de réussir à fonctionner ensemble dans la même société et d'admettre la possibilité de ces perspectives différentes, justement. Et c'est effectivement ce qui manque parfois dans certains milieux qui, disons, fonctionnent en bulle, surtout qui manifestent en effet un esprit critique, mais cet esprit critique, il a déjà des présupposés. Il faut que la critique aboutisse à certains résultats. Et il n'est absolument pas, alors que dans la perspective d'une recherche scientifique, en principe,
on est prêt à remettre en question ces observations, ces recherches. C'est pas toujours simple d'ailleurs, si tout à coup on se retrouve face à des remises en question radicales, peut-être de choses qu'on a pu dire, mais en même temps, sur le principe, on y est prêt et on a toujours intérieurement cette sorte d'effort de prise, on devrait avoir en tout cas, cet effort de prise de distance par rapport à ses propres préjugés. Pour moi, c'est tout le sens de l'ascèse scientifique, en quelque sorte, c'est la capacité à prendre la distance par rapport à ses propres préjugés et à les reconnaître déjà. Alors, je vois, et je redoutais que ça se passe comme ça, que mon timing ne va pas être tenu. Du coup, avec vos propos, M. Mayer, je vois poindre le spectre de Popper. Je propose qu'on reste sur la question du lien entre esprit critique et démarche scientifique. Alors, si on part du principe que l'esprit scientifique, le véritable, entre guillemets, esprit scientifique, demande de pouvoir finalement réviser nos connaissances, réviser nos acquis, justement à la manière dont Popper le propose. La question qui est là derrière, qui peut-être touche déjà un petit peu à la transmission de l'esprit critique, qui était déjà présente quand on avait fait la conférence sur Popper, c'est de finalement comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans une forme de relativisme. Dès le moment où on dit que finalement le véritable scientifique est celui qui révise, qui pratique une forme d'assesse, vous avez parlé d'assesse scientifique tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait finalement pour ne pas être sans arrêt sur des sables mouvants au niveau de la connaissance? Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà lier à la question de l'enseignement. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre des connaissances qui soient des connaissances critiques? Ludovic. Oui, ça me semble intéressant d'aborder Karl Popper parce que ce philosophe des sciences parle, pour décrire les scientifiques, d'une attitude critique. Et donc on est véritablement en prise avec l'esprit critique. Et on sait que pour Popper, l'attitude critique d'un scientifique consiste non pas à vérifier une hypothèse, mais à chercher à la falsifier. Donc à chercher non pas des exemples, mais des contre-exemples. Au fond, le scientifique doit déployer tous les efforts possibles pour invalider son hypothèse. Et s'il n'y parvient pas, si cette hypothèse résiste, on ne peut pas encore la décrire comme vraie pour Popper, mais on peut la décrire par exemple comme corroborée. Et ce qui me semble intéressant, c'est que Popper est probablement le philosophe des sciences préféré des scientifiques. Parce que précisément, il les décrit comme assez héroïques. Le scientifique, c'est celui qui lutte sans cesse contre ses propres idées, qui met en jeu à chaque moment la possibilité pour ses recherches d'être invalidées. Et il y a un exemple auquel j'ai réfléchi récemment à travers le philosophe des sciences Tim Lewans. Cet exemple, c'est en 2011, et ce sont des chercheurs qui ont annoncé avoir enregistré des particules subatomiques qui voyageaient plus vite que la lumière. C'était au laboratoire de Gran Sasso, c'est en Italie, plus ou moins à la même hauteur que Rome, et c'était dans un projet qui rassemblait donc ce laboratoire de Gran Sasso en Italie avec le CERN à Genève. Et la raison pour laquelle cet exemple est intéressant, c'est que la théorie de la relativité d'Einstein nous dit précisément que c'est impossible. Des particules subatomiques ne peuvent pas voyager plus vite que la lumière. Et ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est que l'attitude des scientifiques, lorsque ce résultat a été annoncé, ça n'a pas du tout été celle que Popper nous annoncerait. C'est-à-dire, on met à terre la théorie d'Einstein, on a trouvé un contre-exemple, on peut la démentir à travers l'expérience, et par conséquent, on va privilégier le contre-exemple et renoncer à la théorie. Si vous regardez en fait l'attitude des scientifiques dans les semaines qui ont suivi, c'était d'être absolument pas troublés par cette découverte. Et si vous les interrogiez, ils vous disaient, il y a probablement une erreur. Cette expérience, en fait, ne peut pas apporter un démenti à la théorie d'Einstein. Cette théorie est simplement trop solide. Et ça me semble être un élément intéressant pour l'esprit critique. Ça nous montre qu'on ne devrait pas toujours privilégier l'expérience face à la théorie, et peut-être qu'on devrait accepter qu'en fait, il y a des théories suffisamment fortes, suffisamment solides, pour que ce soit des preuves absolument extraordinaires qu'on ait à mettre en avant pour espérer les renverser. Et pour terminer cette anecdote, quelques semaines après, quelques mois après même, on a appris qu'en fait, il y avait probablement un problème électrique qui faisait qu'une horloge n'avait pas indiqué le résultat qu'elle aurait dû indiquer, et que donc on avait mesuré, comme allant plus vite que la lumière, des particules qui n'étaient sans doute pas allées plus vite que la lumière. Par conséquent, les scientifiques non troublés avaient toutes les raisons
d'être non troublés, même si au moment où ils exprimaient leur parfaite sérénité, ils n'avaient pas encore l'élément qui leur permettait de fonder cette sérénité. Monsieur Mayer, sur cette question de l'esprit scientifique et du lien à l'esprit critique, est-ce qu'on doit finalement tomber dans le relativisme? Est-ce qu'on est forcé de tomber dans le relativisme ou... Non, il n'y a aucune raison de tomber dans le relativisme, d'autant plus que nous ne sommes pas, ça n'est pas parce qu'on est, par exemple, des chercheurs, parce qu'on a une formation universitaire, que nous sommes en train de tout remettre en question en permanence, parce que nous avons aussi nos convictions, et puis je crois que l'exemple que vient de donner Ludovic Bardet est excellent, c'est justement qu'ayant quand même une masse de connaissances, d'expérience, ce n'est pas toute nouvelle recherche ou découverte qui se trouve automatiquement acceptée comme telle, et on sait aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, sur les possibilités, bon, pas dans un cas comme celui-ci, mais dans bien d'autres cas, de différentes approches ou perceptions de la réalité. C'est clair que ça serait même épuisant d'être dans une sorte de critique permanente de tout, de remise en question de tout, et ça n'a pas de sens en soi. C'est simplement la question de la capacité à prendre la distance. Prendre la distance par rapport à ses propres convictions ne signifie pas les sacrifier, mais ça signifie la capacité à s'interroger, à se dire oui, peut-être est-ce que j'ai eu totalement raison en prenant cette position, mais évidemment, pour finir, on arriverait sinon à une sorte d'attente hyper critique qui serait épuisante et à la limite stérile. Ça n'est pas du tout l'idée, je pense, de tout cela, mais la capacité à prendre la distance, pour moi, je dis effectivement qu'elle reste essentielle, surtout quand on sait qu'également dans le domaine académique, universitaire, il peut très bien y avoir des gens qui peuvent s'emparer de leur savoir dans un but idéologique, dans un but... Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de se dire, est-ce que moi-même je le fais parfois, ou est-ce que j'ai la capacité à prendre la distance quand ce qui sont peut-être qui peuvent être des convictions chères sont contredites par ce que j'observe. C'est dans ce sens-là, mais ça n'est pas une absolutisation de la critique à tout prix. Bien sûr que non. Alors une capacité à prendre de la distance et non pas tomber dans le solipsisme que vous nous expliquiez tout à l'heure. Si ça va pour vous, alors oui, ben voilà, on a travaillé un petit peu sur le concept. Je pense qu'on le fait aussi d'une certaine manière quand on parle du rapport de l'esprit critique à la croyance. Ben forcément que l'esprit critique, il a été invoqué, et il est invoqué contre le rempart à ce qu'on appelle les fausses croyances. Alors ça, c'est une chose que j'aimerais que vous m'expliquiez. Mais l'idée de dire que finalement l'esprit critique est le rempart aux fake news, à la croyance, ça soulève de nombreuses idées. Peut-être la première, je vous l'adresse à vous, Monsieur Mayer, parce que je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire à ce côté-là. C'est une question qui finalement est une question d'ordre éthique. Comment est-ce qu'on fait quand on étudie des mouvements religieux, quand on va à des congrès des platistes? Comment est-ce qu'on fait finalement pour... vous, en tant que chercheur en sciences des religions, vous devez respecter les convictions religieuses, vous avez cette contrainte-là d'une certaine manière, mais en même temps vous devez faire preuve d'esprit critique. Comment vous conciliez, vous, ces deux aspects différents? Bon, j'ai déjà un avantage, c'est que je suis quelqu'un qui observe des mouvements religieux. Quelqu'un pourrait s'intéresser aux idées en tant que telles et dire voilà, à partir du moment où quelqu'un a exprimé une idée dans un texte, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la croyance quand elle se constitue sous la forme de mouvements organisés. C'est-à-dire quand la croyance, je m'intéresse à la croyance en tant que telle, bien sûr, à la théologie, à la doctrine en tant que telle, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle donne naissance à un mouvement organisé. Et à partir de là, évidemment, vous voyez, vous émettez une thèse étrange et vous êtes tout seul, bon voilà, ça peut être une curiosité, le cas du flou littéraire est bien connu, etc. À partir du moment où vous avez des gens qui y adhèrent, vous vous trouvez déjà face à une réalité sociale, vous vous trouvez également face à des gens pour qui c'est beaucoup plus peut-être que l'intérêt pour une idée, mais c'est ce qui va structurer leur vie, peut-être donner un sens à l'existence, parce que finalement, c'est bien le sens d'une croyance, que ce soit dans le domaine religieux ou dans d'autres, notre existence prend un sens. Et j'y avais été rendu attentif très tôt dans mes recherches, une fois
par une expérience que j'avais relatée d'ailleurs dans un livre, mais il y a déjà 30 ans. Et c'était je me souviens, c'était une soirée à Lucerne, dans un petit groupe de gens qui mêlaient la croyance à des maîtres orientaux, aux extraterrestres, une vénération pour Saint Nicolas de Flux, une fascination pour les secrets des pyramides d'Égypte, etc. Enfin, c'était vraiment du point de vue du mélange de références, c'était assez poussé, et je dois dire que tout en observant ça de façon très respectueuse, j'avais intérieurement quand même un regard très critique, je l'avoue. Et puis, bien sûr, comme toujours, je ne me contente pas d'assister à la réunion, mais je discute un peu avec les gens qui sont là. Et puis, un soir, j'assistais régulièrement à des réunions de ce groupe, pour ne pas le nommer, le groupe Cosmos à Lucerne, et je discute un soir avec la personne qui était à côté de moi, une jeune femme très, très douce, très discrète, et puis elle me dit, oui, vous voyez, en fait, pour moi, je suis dans un service où je m'occupe de personnes en fin de vie. Et là, dans ces réunions, je viens trouver toute une série de réponses qui donnent un sens à tout ce que je rencontre. Et d'un seul coup, je me disais, mais voilà quelque chose qui pour moi est vraiment très, très, très piètre, finalement, comme bricolage spirituel. Voilà que ça donne un sens à la vie de cette personne qui se trouve confrontée quand même face à des réalités très dures. Donc ça m'a appris à être nuancé. En même temps, bien sûr, la démarche du chercheur, je suis historien, donc nécessairement ce qui va m'intéresser, c'est la généalogie d'un mouvement ou des idées qui ont conduit à un mouvement. Alors, j'étudie par exemple l'itinéraire d'un prophète que je connais, qui dit avoir eu des révélations, fonde une nouvelle religion, et je parle ici vraiment de cas précis, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais c'est un cas vécu. Et voilà qu'en allant, alors il affirme avoir eu des révélations, il m'en parle de façon très convaincue, il a des centaines de disciples, etc. Et puis en commençant à étudier tout le matériel, parce qu'il avait déjà eu une carrière un peu de chercheur spirituel avant sa révélation, je constate que dans les écrits qui précèdent la révélation dans les mois précédents, tous les éléments qui vont être constitutifs de la révélation apparaissent déjà. Donc tout à coup, ça pose des questions redoutables. En même temps, alors évidemment, un croyant va pouvoir parfaitement interpréter ça en disant, bon, évidemment, il était préparé à recevoir sa révélation. On a toujours des explications. Mais néanmoins, c'est vrai que là, la démarche du chercheur, c'est un peu tout le problème de la critique historique par rapport à des textes. Quand on se trouve face à des textes et qu'on les examine et que tout à fait on en reconstitue la généalogie, ça peut être redoutablement subversif par rapport à une croyance. En même temps, j'ai fait aussi l'expérience, dans certains cas, face à des croyants dans des groupes, des croyants que je pensais être assez solides pour encaisser ça, de leur révéler des choses qu'ils ne connaissaient pas sur l'origine de leur religion, etc., et des choses vérifiées. Eh bien, curieusement, ça peut parfaitement ne pas les ébranler. Ah oui, c'était un peu dur ce que j'ai lu, mais finalement, voilà. Alors voilà, c'est vrai que je crois que surtout ce qu'on doit toujours dire, c'est que quand on étudie des groupes humains, il y a toujours à garder le respect envers la personne. On peut ne pas partager des opinions, mais pour moi, ce qui reste crucial, c'est le respect envers la personne, la tentative de la comprendre, mais ça ne signifie pas dire que tout est nécessairement parfait, mais on n'a pas besoin de faire de la démolition pour pouvoir exposer les faits. On peut très bien le faire d'une façon sereine. Ce qui me gêne plus, c'est vrai, ce sont les démarches qui ont pour but, par exemple, d'approcher une croyance avec pour but à tout prix de la démolir. Ça me paraît assez stérile, j'aurais du mal à faire ça. Mais en revanche, on peut exposer les choses telles qu'elles sont, et ensuite, je dirais que très souvent, le dossier parle de lui-même pour ceux qui veulent voir, pour ceux qui savent lire. Peut-être par rapport à certains aspects que vous avez soulevés dans votre propos, peut-être, M. Diegues, comment est-ce qu'on explique, d'un point de vue je sais pas, psychologique ou alors des neurosciences, que certaines personnes vont adhérer à des thèses qui semblent complètement, enfin quand on est en dehors, qui semblent complètement tirées par les cheveux. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, moi je peux être adepte moi j'ai lu qu'il y avait des gens qui pensaient maintenant que
que tous les oiseaux étaient en fait des drones. Qu'est-ce qui fait que, vous avez dit, M. Mayer, tout à l'heure, quand vous avez parlé du congrès platiste, qu'en face de vous, vous n'aviez pas des personnes, je ne sais pas... il y en avait aussi. Oui, Non, mais des personnes quand même capables de réfléchir et comme ça. Qu'est-ce qui fait... Parfaitement capables de réfléchir et qui étaient surtout capables d'entendre l'objection. Oui, tout à fait. Ça ne leur posait absolument pas de problème. Mais comment on explique? Mais là, c'est en effet quelque chose qui... Il y avait, et ça n'était pas seulement, alors il y avait à la fois des gens qui avaient un arrière-plan croyant biblique, surtout pour un congrès aux États-Unis, etc. Mais j'ai rencontré aussi une personne ayant un master en philosophie d'une université irlandaise et parfaitement athée, qui m'a affirmé que c'était par la philosophie de la connaissance qu'elle était arrivée à ses convictions platistes. Donc, faire un peu attention. Je ne vais pas révéler votre présence à ce congrès. Non, de toute façon, non, excusez-moi, je plaisante, parce qu'il y a un moment où quelqu'un qui était là me voit et dit « Ah, vous venez de Suisse ?» Et puis il me dit « Est-ce qu'il y a beaucoup de platistes en Suisse ?» Et quelqu'un d'autre qui était à côté de cette personne dit ben, « Il y a lui en me désignant. » Alors voilà. Monsieur Diegues, sur cette question au niveau, je pense, des neurosciences, comment est-ce qu'on explique qu'une personne complètement rationnelle peut tout à coup adhérer à ce type de... La question, pourquoi ils croient des choses, pourquoi ils y croient ou pourquoi ils y croivent, comme on peut souvent le lire, c'est quelque chose qui me revient souvent. Les journalistes qui me demandent comment on en vient aux théories du complot, comment on tombe dans les théories du complot. La question présuppose qu'il y a une adhésion stricte, donc véritablement une croyance à telle ou telle théorie. En réalité, rien n'est moins sûr. M. Meyer a clairement dit ce qui se tramait dans ces réunions de platistes. Je pense que la préoccupation principale de ces gens, ce n'est pas la forme exacte de la planète Terre. Il y a une forme de sociabilité qui s'installe là-dedans, mais aussi une forme de distinction personnelle. Des croyances outrageusement marginales ou même délirantes vous mettent à l'avant-garde de la subversion, vous mettent à l'écart des experts, des autorités et des élites, font de vous une personne originale, courageuse et autonome, qui a des valorisations personnelles et sociales à faire mine de se joindre, à faire mine d'adhérer ou même à se plonger dans des idées, des représentations, des mouvements qui sont a priori repoussants ou bizarres pour les autorités épistémiques, les élites intellectuelles, les journalistes, les intellos, les scientifiques et les politiciens. Donc il y a une valeur là-dedans, qui n'est pas à chercher véritablement du côté de la naïveté ou de la crédulité. On a tous des fausses croyances tout le temps, croyances généralement conçues comme l'attitude propositionnelle, une attitude cognitive qui est le fait de tenir pour vrai une notion, une idée. Je crois qu'il reste des bières dans le frigo. Vous tenez ça pour vrai. Vous allez au frigo, ah non, en fait, il n'y avait pas de bière. Vous aviez une fausse croyance, parce que peut-être vous avez oublié, quelque chose s'est passé, votre colocataire a raflé toutes les bières, on ne sait pas. Mais en fait, non, il n'y avait pas de bière dans le frigo, donc vous aviez tort. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, vous ajustez votre croyance. Non, finalement, il n'y avait pas de bière dans le frigo. Ce n'est pas la fin du monde, on fait ça 20 fois par jour, on se trompe tout le temps, on corrige nos erreurs, je croyais qu'il pleuvrait, il ne pleut pas, etc. À longueur de journée, on a des fausses croyances, ce n'est pas un problème. Le problème d'une fausse croyance, c'est quand elle devient tenace et quand elle résiste aux contre-preuves et quand elle est bizarre, quoi. Et ça porte un nom en psychiatrie, ça s'appelle un délire. Les gens qui souscrivent à telle ou telle théorie du complot, à la Terre plate ou à QAnon, ou à la théorie des reptiliens, choses comme ça, est-ce qu'ils sont tous délirants? Est-ce qu'ils sont tous psychotiques? Bien sûr que non. Ça en ferait beaucoup trop. Non, c'est vrai, les maladies psychiatriques ne sont pas, heureusement, si fréquentes que ça. Les troubles dont on parle, souvent dans la sphère des troubles spectre de la schizophrénie, ça fait 2 à 3% de la population, beaucoup plus
peut-être pas de platistes, mais il y a beaucoup plus de complotistes en général de la population. Ils ne sont pas tous délirants, ils ont des fausses croyances, peut-être certains d'entre eux se méprennent, peut-être on les a mal informés, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, mais la plupart d'entre eux, ils ne tombent pas dans les théories du complot, ils ne tombent pas sur une théorie et ensuite on leur dit « Ah mais en fait c'était une théorie du complot, ah mince je me suis fait avoir ». Ce qui reviendrait un peu à regarder un film d'horreur et ensuite réaliser « Ah mais en fait c'est un film d'horreur voilà, qui explique pourquoi il y avait du sang partout, pourquoi les têtes étaient coupées et pourquoi il y avait des monstres aussi horribles ». Bon sang, mais c'était un film d'horreur. Donc les théories du complot, c'est un peu pareil. Les gens ne tombent pas des nues quand ils découvrent que c'était une théorie du complot. Au contraire, c'est ça qui les séduit, parce que c'est une théorie qui est rejetée. Et donc, on adhère aux théories du complot, non pas en dépit du fait qu'elles sont rejetées par les élites intellectuelles, mais parce qu'elles sont rejetées par les élites intellectuelles. C'est ça qui est intéressant. Donc, psychologiquement, bon, vous trouvez des tendances peut-être particulières, une tendance à la paranoïa, au narcissisme, etc. Il y a plein d'études qui trouvent des corrélations. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, donc je ne dis pas qu'il n'y a aucun facteur qui rentre en jeu. Mais pour moi, le facteur principal, et je le dis parce qu'en tant que chercheur en psychologie, j'ai écarté en fait certaines hypothèses. Vous en parlez de Popper tout à l'heure. Au début, je voulais tester si les complotistes, finalement, ils avaient un problème avec la perception du hasard, ce qui expliquerait que rien n'arrive par hasard, et ce qui expliquerait leur rhétorique ironique, quand ils disent « comme par hasard », comme ça. Donc j'ai testé la perception du hasard avec des tests comme ça, et je ne trouve aucun lien avec le complotisme. Et donc ça s'appelle un résultat négatif, on ne trouve pas de lien. Mais ce résultat négatif, pour moi, il était intéressant, parce qu'il m'a ouvert les yeux sur le fait que peut-être que le complotisme, ce n'était pas, disons, une forme de déficit cognitif qui pousserait les gens vers l'adhésion à ces théories-là. Je pense que c'est plutôt le contraire. L'adhésion à des théories subversives, marginales et rejetées par les élites conduit ensuite à adopter une vision du monde particulière, que moi j'appelle le complotisme, mais qui s'adapte aussi à différentes formes de spiritualité qu'on appelle conspiritualité de plus en plus, parce qu'il y a des liens entre les mouvements sectaires, le complotisme, et d'autres formes encore de radicalité, et en particulier des mouvements plus inquiétants, plus violents. Je terminerai juste là-dessus pour dire que moi j'aimerais bien en fait avoir un regard ouvert et bienveillant envers ce genre de choses, mais il se trouve qu'en fait on a souvent affaire à des populations extraordinairement hostiles qui vous considèrent comme partie du problème, faites partie de l'ennemi, qui vous considèrent comme potentiellement à abattre, en fait, littéralement. Les chercheurs reçoivent des menaces de mort. Et que donc parler de la forme de la Terre ou de l'origine reptilienne, du Covid, des choses comme ça, ce serait très sympa si c'était possible. Mais précisément, ce n'est pas possible, puisque de fait, il ne s'agit pas d'un problème de compréhension ou d'un manque d'information. Il s'agit de l'adhésion délibérée à telle ou telle forme d'idéologie, en fait, visant à différents buts, ils ne sont pas tous nécessairement dans tel ou tel extrême, mais généralement, ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas la pseudo-croyance en tant que telle le plus important, c'est l'attitude qui est derrière et à quoi ça sert de s'aligner en fait sur ces idées-là. Pour poursuivre dans ce sens-là, une petite remarque. Ce qui m'avait frappé lors de la rencontre platiste, c'est la dimension cumulative, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas aux platistes comme ça d'un seul coup, pour la plupart des gens. Plusieurs de ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler avaient commencé par avoir, il y a 10-15 ans, des doutes sur la version officielle du 11 septembre. Et puis, de théorie du complot en théorie du complot, ils en arrivent au platisme comme la théorie du complot ultime. Et il y a une autre voie qui est évidemment une voie bibliste, alors de gens qui pensent qu'une interprétation littérale de la Bible, en fait une interprétation littérale de la Bible peut parfaitement ne pas conduire au platisme. C'est le cas seulement de certains groupes très particuliers, mais voilà. Donc simplement là il y a cet effet effectivement cumulatif, et alors la mise en cause des élites, parce qu'effectivement tout est à ce stade-là complot, et notamment le complot des universitaires, des gouvernements, etc. D'ailleurs, comme chacun le sait, les universitaires en fait sont totalement contrôlés par les jésuites et leurs affiliés, les francs-maçons, ce que j'ai entendu lors d'une des conférences d'un Argentin lors de la théorie de la Terre plate. Je dois dire que les jésuites et les francs-maçons ensemble, je n'y aurais pas pensé tout seul. Mais voilà, donc, mais effectivement, il y a ces réalités, je pense que ce qui m'intéresse, c'est de les approcher, c'est de comprendre comment les gens y arrivent. Pour moi, avant tout, c'est ça.
c'est beaucoup plus comment des gens y arrivent, comment se structurent ensuite des gens autour de ces croyances. C'est foncièrement ça mon approche, et peut-être aussi d'ailleurs la limite de mon approche, c'est possible. Alors ma transition, elle est toute faite par vos propos effrayants, M. Mayer et M. Dieguez, sur les mouvements complotistes. Mais alors du coup, il est urgent de transmettre, d'enseigner l'esprit critique à nos élèves, et peut-être aussi d'aiguiser un petit peu le nôtre. Du coup, on passe maintenant à la troisième partie sur la question de la transmission de l'enseignement de l'esprit critique. J'ai 3 questions qui me semblent essentielles pour cette partie-là. Peut-être je vous les dis, puis je vous laisse, parce que peut-être qu'elles se rejoignent, je vous laisse réagir librement à l'une ou l'autre, comme vous voulez. La première question, c'est une grande question, je crois, en tout cas je l'ai beaucoup vue dans la littérature scientifique, c'est vraiment la question de savoir si, oui ou non, on peut enseigner l'esprit critique. Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet? Monsieur Dieguez, vous avez déjà donné un petit peu des pistes sur votre avis à ce sujet-là, mais j'aimerais bien entendre Ludovic Bardet, qui est didacticien et enseignant de la philosophie sur cet aspect-là. Ma deuxième question, c'est la question de savoir, finalement, si on part du principe que c'est quelque chose qui est enseignable, quelles sont les disciplines qui sont le plus à même d'enseigner la philosophie. Voilà, je fais un lapsus qui est révélateur, mais quelles sont les disciplines de notre plan d'études qui sont le plus à même de transmettre cet esprit critique? Vous aviez fait, M. Dieguez, l'exercice, je l'ai fait aussi avant de vous rencontrer, de prendre nos plans d'études puis de voir comment est-ce qu'elle apparaît, cette notion d'esprit critique. Elle est juste partout. Des sciences humaines, des domaines scientifiques, des domaines artistiques et même jusqu'à l'éducation physique. Donc c'est assez urgent de savoir si on fait juste, ou bien si finalement, comme je le pense, ça devrait être la philosophie qui enseigne l'esprit critique. Et puis ma dernière question, qui pour moi a un enjeu assez fort quand on est enseignant, peut-être plus de philosophie, je pense que M. Mayer, vous avez aussi beaucoup expérimenté ça. Comment est-ce qu'on enseigne l'esprit critique alors que dans l'enseignement, une des valeurs qui est essentielle, sinon il n'y a rien qui se transmet, c'est la notion de confiance. Si mes étudiants n'ont pas confiance dans ce que je dis ou dans ce que j'ai envie de leur dire dans mon cours, je ne peux rien leur enseigner. Il y a un enjeu de confiance qui est essentiel et qui est parfois en arrière-fond de cette exigence de l'esprit critique. Je vous disais, quand j'ai préparé la discussion en amont avec vous, je crois que j'ai raconté aux 3 que j'ai donné un cours sur Platon assez récemment, et puis mes étudiants, à peine arrivés en classe, ont dit « Oui, mais de toute façon, la théorie des deux mondes, c'est n'importe quoi, c'est en tout cas pas de la philosophie. Oui, mais de toute manière, Platon, c'était un fasciste. Et avant même que j'ai pu leur enseigner quoi que ce soit, Platon était complètement démonté. Et pour moi, ça pose la question de quelle place on fait à cette notion de confiance dans l'horizon de l'esprit critique. Alors, je vous laisse réagir à l'une, à l'autre, à toutes, comme vous voulez. Peut-être Ludovic ? Un mot sur l'une des questions que vous posiez autour de la possibilité d'enseigner l'esprit critique. Il me semble qu'il est possible d'enseigner l'esprit critique, mais si on réfléchit à la transposition didactique, c'est-à-dire si on réfléchit à ce passage de savoirs tels qu'ils sont élaborés à l'université aux savoirs tels qu'ils sont enseignés en classe, quelque chose qui a été noté notamment par le sociologue Verret dans les années 70, qui étudiait précisément la transposition didactique, c'est qu'à l'école, les savoirs sont dépersonnalisés. Ils sont par exemple coupés des conditions de production de ce savoir. Et une conséquence, c'est que les savoirs sont alors présentés comme objectifs, comme absolus dans une certaine mesure. Et ça, c'est quelque chose qui rend sans doute compliqué pour les élèves la possibilité de prendre de la distance par rapport à ces savoirs, la possibilité d'envisager de les discuter, et puis simplement la possibilité pour eux de les voir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un certain moment d'une élaboration intellectuelle, un certain moment d'une élaboration scientifique, qui pourrait demain être nuancée, qui pourrait demain être même abandonnée. Or, l'école ne nous sensibilise pas beaucoup à ça. Et moi, quelque chose qui me frappe, pour prendre un exemple, c'est que si on regarde la manière dont les sciences, par exemple la biologie ou la chimie, sont enseignées, on voit que l'historicité de ces disciplines est presque toujours gommée. Et c'est très net lorsqu'on parle avec des élèves qui sont par exemple dans une option spécifique biologie-chimie, c'est qu'ils savent beaucoup de choses sur la biologie et sur la chimie, mais ils n'ont aucune idée de ce que sont l'histoire de ces disciplines. Ils n'ont par exemple aucun, ou quasiment aucun, repère temporel.
Et ça, c'est quand même un indice que ce qui leur a été enseigné leur a été présenté non pas comme un moment d'une certaine histoire, mais comme un savoir absolu qu'on doit accepter en tant que tel. Et donc, il me semble que même si la notion d'esprit critique sature les plans d'études, au fond, elle se réalise assez peu à travers la manière dont on transpose les savoirs. Je crois qu'en dépersonnalisant les savoirs, en les coupant de leurs conditions de production, on n'invite pas les élèves à les discuter, on n'invite pas les élèves éventuellement à avoir à leur égard une attitude critique. Monsieur Diegaz, sur ces questions de la transmission de l'esprit critique, vous pensez que l'esprit critique en tant que tel ne se transmet pas, que c'est cours de... Il faudrait réussir à définir exactement ce dont il s'agit. Juste pour dire un mot, en tout cas, il y a une discipline parmi plein d'autres qui s'intéresse à l'esprit critique, c'est la psychologie. Donc dans cette discipline, on aboutit à la conclusion, une sorte de consensus entre, en tout cas, pas mal de philosophes et de psychologues pour dire que l'esprit critique, ça peut se comprendre comme une sorte de somme de compétences, tout d'abord. Il faut avoir un appareil perceptif qui fonctionne, une mémoire qui marche bien, il faut avoir la capacité de se concentrer, il faut des compétences, il faut aussi des dispositions, il faut vouloir appliquer ces compétences, et il faut être motivé pour le faire. Il faut des connaissances. Au bout d'un moment, c'est un peu le problème de l'esprit critique, comme un professeur de neurologie disait souvent des gens qui ne l'aimaient pas, qu'ils avaient tendance à mettre les bibelots avant la bibliothèque. C'est un peu souvent ce qu'on voit avec des gens qui font preuve d'esprit critique, mais qui dans le fond n'ont pas des compétences très étendues sur un sujet. Et pour cause, quoi. C'est du boulot, il faut apprendre. Au bout d'un moment, mieux vaut peut-être apprendre quelque chose. J'avais un étudiant, quand je donnais des cours à l'EPFL, qui ne savait pas répondre à une question d'examen, puis il m'avait écrit vous préférez quoi, avoir des robots qui apprennent les choses par cœur ou des gens qui sont créatifs et qui arrivent à trouver des solutions à des problèmes? Je ne l'avais pas sous les yeux, mais je leur ai dit écoute, en première année, je veux que tu sois un robot qui apprenne par cœur ce que je lui ai dit d'apprendre, quoi. Tu verras après, quoi. Je veux dire, le reste de la classe avait répondu à la question, pas lui, quoi. Donc il y a des gens qui aimeraient mettre en avant l'esprit critique sans faire le job qui vient derrière. Et enfin, peut-être il faut quelque chose que les psychologues appellent la métacognition, qui est un truc qui emballe un peu ses compétences, dispositions et connaissances, qui est le fait de pouvoir réfléchir à sa propre réflexion, se souvenir de ce dont on se souvient, etc., et qui se mesure, et il y a beaucoup d'expériences là-dedans. Donc, tout ça pour dire que ça fait quand même un sacré paquet, quoi. Ça fait beaucoup de choses. Et enseigner ça en tant que tel, voilà, c'est pour ça chaque discipline, en fait, se prévaut et se vante de transmettre, en plus de certaines connaissances propres à la discipline, l'esprit critique qui va avec. On ne veut pas juste faire des étudiants en droit qui passent leurs examens, ça va faire des citoyens engagés et émancipés, etc. Donc, dans votre charte universitaire, ou même à un autre niveau, vous devez faire passer la pilule esprit critique en plus de ce que vous avez à vendre, probablement parce que ça fait bien comme ça, mais il y a aussi une forme de sincérité. Oui, chaque discipline construit, et même le sport, construit une forme d'esprit critique parce que vous avez affaire à des obstacles, des difficultés, on vous apprend à voir les choses de deux côtés, à peser le pour et le contre, à prendre le temps de la réflexion. Tout ça, c'est des esprits critiques qui sont transmis en principe par l'éducation, j'ai envie de dire, ordinaire, quoi, à l'ancienne, et donner des cours spécifiquement d'esprit critique, ça peut être intéressant, je ne suis pas contre. Moi-même, j'en ai donné un, j'appelais ça « Invitation à l'esprit critique ». C'est assez fun, on peut apprendre des trucs en philo, en psycho, comme ça. Mais j'avais pour ambition de donner une idée sur ce qu'est l'esprit critique, pas de transmettre l'esprit critique. Ça ne marche pas, et de fait, ça n'a pas marché dans ce cours-là, je ne rentre pas dans les détails, mais ça n'a pas fonctionné. Et en réalité, la recherche en psychologie montre des difficultés assez grandes, finalement, à enseigner l'esprit critique. Ce qui se passe, c'est une sorte de loi générale de la psychologie, c'est que ça ne se transfère pas d'une discipline à l'autre. Vous pouvez apprendre l'esprit critique en histoire de l'art, par exemple, ou apprendre l'esprit critique en physique théorique. Ça ne va pas vous rendre plus critique dans d'autres disciplines. Vous pouvez apprendre un morceau de piano à la main gauche, vous n'arriverez pas à le jouer de la main droite juste parce que vous l'avez appris de la main gauche. En psychologie, il n'y a rien qui se transfère jamais à rien.
c'est pour ça que quand on dit qu'il faut faire des mots croisés pour améliorer sa mémoire, tout ce que vous améliorez, c'est votre compétence à faire des mots croisés. Ce qui est super bien, ce qui est génial, mais ça ne va pas aider votre mémoire comme ça. Donc, à cause de ce problème de transfert, j'exagère un peu, il y a des trucs qui se transfèrent, mais pas comme on le souhaiterait. Donc enseigner l'esprit critique en espérant que ça va rejaillir sur tout le domaine de connaissance de l'individu, c'est peine perdue en fait, ça ne marche pas. Il ferait mieux de se focaliser sur chaque discipline à part entière. Et à côté de ça, peut-être enseigner un peu psychologie, comment marche la mémoire, la perception, comment on peut se tromper, etc. Ça c'est intéressant, c'est mon domaine, c'est super intéressant. Mais à part ça, enseigner l'esprit critique, c'est encore une fois être dans l'incantation à mon avis. En parenthèse, ce que vous dites, ça nous fait nous interroger sur ces fameuses compétences transversales qu'on voit à toutes les sauces dans nos plans d'études. Peut-être qu'il faudrait relier ça à des cours de psychologie. Monsieur Mayer, sur cette question... Pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, il y a 5 ans à Paris, j'ai eu l'occasion d'assister à un après-midi de conférence par des chercheurs qui se trouvaient tous être dans une démarche de type zététique, donc démontage des fausses croyances, etc. Et j'ai eu la surprise de découvrir que l'un d'eux avait à temps partiel un poste dans une université française de délégué à l'esprit critique. Et ça m'a laissé extrêmement songeur. Je me suis dit, mais pourquoi dans une université où on a toute une démarche réflexive, a-t-on besoin en quelque sorte d'un commissaire politique de l'esprit critique qui viendra s'assurer que tous les enseignants restent bien dans une démarche d'esprit critique, ou peut-être qu'on craignait plus du côté des étudiants, je ne sais pas, mais ça m'a laissé très songeur ce genre de démarche, justement. Alors, puisque chacun prêche pour sa paroisse, je vais vous dire que, évidemment, l'histoire est une discipline absolument essentielle pour l'apprentissage de l'esprit critique, mais bien sûr, puisqu'on apprend la critique des textes, on apprend justement à prendre la distance par rapport aux faits. Je me dis souvent, effectivement, pour des gens qui sont en train d'explorer Internet, pour simplement déjà évaluer si un site est fiable ou non, c'est vrai que toute l'expérience, mais qu'on n'a pas besoin d'acquérir seulement par rapport à l'histoire, on peut le faire dans toute autre discipline, mais pour moi, l'expérience acquise déjà comme jeune étudiant en histoire d'approche critique des textes permet déjà très vite de dire oui, attention, ce site-là, prudence, etc. Il y a des choses qui ne me paraissent pas totalement cohérentes, mais c'est vrai que parfois je suis surpris de voir de jeunes étudiants incapables de voir le problème. Et donc je pense que toute discipline, foncièrement, en principe, effectivement, donne des outils pour l'esprit critique, pour une approche critique. Je voudrais simplement peut-être rebondir sur cette question de la confiance, parce qu'elle me paraît essentielle. Je crois que la confiance, en plus, elle s'applique aussi bien dans l'enseignement que dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, par exemple, vous avez la question du maître spirituel. De la même façon qu'avec un enseignant, vous avez une relation de confiance, vous devez l'avoir théoriquement avec le maître spirituel qui vous guide. Mais évidemment, il peut y avoir l'abus. Il peut y avoir la question. Ça revient toujours à celle du maître qui est là comme éveilleur, bien sûr, et qui n'est pas là simplement pour plaquer. Il est là pour transmettre des connaissances, exactement comme vous l'avez fait de façon... je regrette que l'étudiant n'ait pas entendu ça en face, ça aurait été une belle leçon, mais en même temps, à côté de ça, il y a effectivement cette mission d'éveiller. Je dois dire que je plaiderais volontiers, mais bon, les tailles des universités ne le permettent plus, pour des relations beaucoup plus maître-disciple dans le cadre des universités, avec un rapport personnel du style tutorat, etc. Ce serait, à mon avis, des choses très formatrices, mais qui sont probablement irréalistes en dehors de cadres très particuliers. Mais la confiance, elle se pose justement, c'est une question qui s'est présentée constamment à moi dans mes recherches, quand j'ai vu des dérives dans le domaine spirituel, où des gens avaient fait confiance. Comme on fait confiance à un médecin, comme on fait confiance à un enseignant, comment on fait. Et cette confiance peut être bien placée, elle peut être mal placée, et là il y a évidemment une question un peu insoluble. On se trouve face à quelqu'un qui est honnête ou face à quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, le temps avance, et puis je vois que certains doivent quitter la table ronde dans les temps. Du coup, je propose qu'on ouvre aux questions du public, et puis on continue la discussion de cette manière-là.
Alors, vous pouvez intervenir sur l'un ou l'autre des sujets. Donc, ça veut dire que vous pouvez revenir sur la question de la conceptualisation pour réfléchir encore une fois un peu plus. On a fait ça un peu rapidement, on est tous probablement frustrés, mais vous pouvez revenir sur cette question-là, vous pouvez revenir sur la question de la croyance ou rester sur la question de la transmission. Vous êtes libre. Est-ce que quelqu'un a une réaction, une remarque ou une question par rapport à l'une de ces trois dimensions ?